messieurs, bonsoir. Vous le savez, le problème du renouvellement du bureau de la Commission électorale nationale indépendante a posé dernièrement problème jusqu'à ce que des partis politiques ont organisé des manifestations publiques pour contester l'entérinement par l'Assemblée nationale d'Héron Sarmalonda. Désormais, cet entérinement a été retiré à l'Assemblée nationale, que désormais, la balle ou la responsabilité revient aux confessions religieuses. Que doivent maintenant faire les confessions religieuses? C'est la question que l'on se pose dans cette émission. Je reçois pour vous le pasteur Eric Nsenga Nchimba. Bonsoir. Bonsoir, M. Ambraz. Pasteur Eric Nsenga, vous êtes porte-parole de l'Église du Christ au Congo. Exactement. Merci. Et nous attendons Monsieur Cyril qui pourrait venir nous rejoindre dans cette émission. Mais s'il n'arrive pas, nous allons évoluer avec vous jusqu'à la fin de cette émission. Nous parlons de la Commission électorale nationale indépendante. L'entérinement a posé problème. Il a été retiré à l'Assemblée nationale. Désormais, la balle est dans les camps de confession religieuse que vous êtes. Première question, pasteur Eric. Comment est-ce que vous avez pu passer tout ce temps de contestation liées à Ronsard Malonda, que vous aviez désigné ou non au niveau des confessions religieuses? Comment vous avez passé ce temps? J'aimerais profiter de votre micro, d'abord remercier Congo Web qui nous donne cette occasion de venir échanger en citoyen, en patriote sur cette question d'intérêt national. Disons que ça n'a pas été facile. D'abord du fait que ça a jeté les discrédits sur les confessions religieuses, ça il faut avoir le courage de l'avouer. Mais en même temps, ça a créé la confusion au niveau de l'opinion, puisque finalement, deux tendances, l'une qui pensait qu'il y a eu ou qui aurait eu le vote, à l'issue duquel Malonda serait désigné pour les comptes des confessions religieuses. Une autre opinion, la nôtre d'ailleurs, sous-tend qu'il n'y a jamais eu de vote. Et malheureusement, comme je l'ai dit, ça a créé la confusion au niveau de l'opinion tant nationale qu'internationale. Vous allez nous brosser un petit historique pour qu'on puisse savoir effectivement ce qui s'est passé. D'accord. Et le troisième aspect de cela, comment nous avons vécu ces moments, c'est en fait une sorte de méfiance entre nous qui malheureusement s'est débouchée sur des tapages médiatiques des uns contre les autres, et tout là, je pense que humblement, comme confession religieuse et au nom de l'Église du Christ au Congo, nous devons avoir le courage d'avouer que ça ne nous a pas honorés. Et donc, le travail a été fait il y a 2 semaines où les secrétariats techniques, c'est-à-dire les experts de la plateforme, se sont réunis sur demande du Présidium pour essayer d'évaluer la situation. Et là, les responsabilités ont été établies de part et d'autre pour avouer que finalement, les confessions religieuses n'ont pas fait les choses telles qu'elles devraient se faire. Donc voilà un peu comment nous avons vécu ces temps depuis cette confusion qui s'est invitée dans notre débat. Dites-nous en quelques minutes, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour vous qui dites qu'il n'y avait pas eu vote? Qu'est-ce qui s'est passé? 4 séquences importantes. La première, c'est d'abord dans la procédure de dépôt des candidatures. Il faut rappeler que les confessions religieuses avaient eu le temps, depuis l'année passée, d'élaborer une stratégie essayant d'éviter ce genre de situations. Notamment, mettre sur pied une charte qui est un cadre juridique qui n'avait jamais existé depuis le temps. Deuxièmement, c'était de proposer un critérium d'appréciation des candidatures pour qu'on ne dise pas finalement, nous sommes pris des cours et sur base de quels éléments devrions-nous apprécier les candidatures. Troisième élément, nous avions fixé les modus, les modes de dépôt des candidatures, c'est-à-dire il fallait passer par des confessions religieuses où chacune avait la possibilité de recueillir autant de candidatures, mais en se référant au critérium en vue d'établir une liste selon l'ordre de priorité, c'est-à-dire au niveau de la plateforme, selon ce qui était convenu, d'y apporter un seul nom après ce que nous avons nous-mêmes considéré comme le primaire. Donc une sorte de présélection à l'interne. Et les derniers éléments, c'était que le mode de décision soit les consensus tels que disposés à l'article 17 de notre charte. Donc ça, il faut dire ici à l'opinion, le travail a été a priori bien élaboré. D'ailleurs, si vous acceptez que j'aille dans les fonds des choses, 3 questions majeures étaient posées. Comment expliquer que les confessions religieuses aient la responsabilité de proposer les candidats à la CENI et que ce soit la même confession qui conteste les résultats à la fin?
Ça, c'est justement importante. Justement, c'est pour dire on a fait une autocritique. Avant d'attendre que les autres apportent cette critique, mais nous-mêmes à l'interne, avions fait ce travail. Deuxième question, c'est pourquoi chaque fois qu'on arrive au niveau de désigner un candidat à la CENI, les confessions doivent toujours se séparer. C'est divisé. Et troisièmement, c'était par quel mécanisme pourrions-nous assurer les contrôles internes et externes de la CENI tout au long du scrutin. Vous avez répondu à toutes ces questions? Justement, c'est ce qui a conduit à ces réponses, d'avoir mis la charte, d'avoir mis les critériums. Donc, c'était une approche comme réponse à ces questions fondamentales. J'ai tenu à le souligner pour que l'opinion comprenne qu'au niveau des confessions, il y a quand même eu un travail sérieux qui a été fait. Bon, malheureusement, la conclusion de notre évaluation de jeudi de la semaine écoulée porte à croire que soit nous n'avions pas eu tous la même grille de lecture, soit nous n'avons pas eu le même référentiel dans l'appréciation des choses, mais en tout état des causes, on s'est dit, chacun a quand même joué à son agenda. Et je voudrais me revenir à l'une de vos trois questions. La deuxième, par exemple, lorsqu'on se pose la question de savoir pourquoi à chaque moment qu'on veut désigner un responsable à la CENI, les confessions religieuses doivent se séparer. Et vous avez quand même répondu à cette question en élaborant votre charte, mais finalement, il y a eu toujours encore cette séparation. Exactement. Malgré l'élaboration de la charte. Voilà. Et cette question, justement, s'est glissée, premièrement, comme je l'ai dit, les cas sous examen, et que dès le départ, nos 6 amis qui représentaient les 6 autres confessions religieuses ont apporté une liste comportant 22 noms. Et là, c'était déjà un malaise, puisque le principe de départ était que chaque confession, comme Église du Christ du Congo, a recueilli beaucoup de candidatures. Mais le travail technique a été fait à l'interne pour essayer de voir laquelle des candidatures s'approchait au mieux des critériums, disais-je. Donc c'est là qu'on a fait ce travail. Mais les amis ont apporté non seulement une liste de 22 noms, mais dont on ne sait pas différencier tel candidat vient de quelle obédience. Et ça crée quand même beaucoup de confusion, parce que ça aurait été simple de dire, par exemple, pour les kimbanguistes, voilà les candidats. Pour l'église du réveil, voilà les candidats. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a conduit à aller travailler au niveau du secrétariat. Ça n'a pas été clair. Ça n'a pas été clair. En principe, le travail devrait commencer directement au niveau de la plénière. Mais nous étions obligés de revenir au secrétariat technique pour étoffer la liste. Et ça, c'est déjà un point de départ très difficile. Puis encore. Mais pourquoi vous avez laissé concourir ces candidats dont les confessions religieuses qui devaient les endosser n'ont pas clairement pouvoir bien les identifier, par exemple? Déjà, le contexte est devenu de plus en plus tendu. Vous voyez, quand nous disons que le consensus soit notre modus vivendi, ça suppose qu'il fallait quand même une certaine hauteur de compréhension. Donc je pense que celui qui a conduit les assises, je l'ai cité, son éminence, l'archevêque Ambongo Cardinal, avait veillé à ce qu'il n'y ait pas de frustration. En tout cas, ça fait débat pendant toute une journée. D'ailleurs, la journée qui a suivi l'audience de Mme Abunda n'était consacrée qu'à cette question. Accepter ou non que cette liste soit considérée comme celle des confessions religieuses. Comment c'est arrivé? C'est quand l'Église du Christ au Congo s'était retirée de la CIM, à l'époque, l'année passée, que nos amis qui étaient restés s'étaient organisés à leur manière, et c'est à cette occasion qu'ils ont reçu ces candidatures. Et d'après leur motivation, ils ont dit, ce sont tous des citoyens congolais. On ne peut pas restreindre ici la possibilité aux Congolais de postuler. Bon, on a trouvé que c'était raisonné, mais en même temps, il fallait régulariser la liste. C'est comme ça qu'il fallait ramener cela à la procédure régulière. Donc, au niveau et il y a eu des éliminatoires. Exactement, des éliminatoires. Là, il faut préciser par quelle méthode les gens ont été éliminés. J'entends parfois dire que non, c'est l'abbé Chollet qui est le coordonnateur, qui aurait éliminé. Non, c'était par cotation. Et donc, nous étions à 9. Les musulmans étaient à 2. Vous avez cité Idriss, mon frère, peut-être qu'il va nous rejoindre. Et Imam Moussa, il s'était à 2. Et chaque confession a droit à un technicien. Moi, j'étais là pour les camps de l'église protestante. L'abbé Chollet pour les catholiques, ainsi que d'autres collègues. Ce qui fait que chacun avait une liste et appréciait les candidatures. À vrai dire, les CC et la SENCO n'étaient pas concernés par cette liste. Parce qu'elles avaient déjà leur candidature. Une par confession. Donc, nous venions les accompagner
à étoffer leur liste pour la rendre régulière, d'après la procédure. Ce qui nous a un peu choqué dès le début, c'est le fait que tous les candidats dont on connaît appartenir à des confessions religieuses étaient disqualifiés à ce niveau-là. Parce que la cotation, même si nous donnions une mauvaise cotation, mais ils avaient la majorité, c'était 7 sur 2. Déjà ça nous avait quand même tiqué de voir des noms tels que Bishop Emmanuel Kazadi pour l'église de Réveil, Ejibaya Mampia était sur la liste, Roger Bimoala, qui n'est pas n'importe qui, professeur pour le compte de l'Armée du Salut. Mais nous étions quand même stupéfaits de constater que ces noms soient tombés à cette première étape de la sélection. Et pour ne garder que 4 noms, où il y a, comme vous l'avez suivi, des personnes, à vrai dire, qui n'étaient pas directement liées à ces confessions religieuses. C'était déjà les germes des crises qui commençaient peu à peu à se dessiner. Et comment vous avez découvert qu'ils n'étaient pas vraiment liés à des confessions religieuses? Oui, parce que d'abord, on se connaît. C'est pas aujourd'hui qu'on évolue, ça fait plus de 20 ans que cette plateforme existe. Et deuxièmement, on sait aussi les appartenances. C'est vrai, il faut souligner que ce n'était pas une conditionnalité qu'un candidat appartienne forcément à une confession. Là, ça aurait été discriminatoire. D'ailleurs, chez nous, nous avons reçu d'autres candidats catholiques qui ont déposé les dossiers chez nous. Mais pourtant, ça a posé problème avec Rosar Malonda. Quand il s'agit de cette église de Kimbanguiste qui devait endosser sa candidature. D'ailleurs, vous avez bien utilisé les termes appropriés, c'est endosser. Donc, ce n'est pas une condition d'appartenance. Endosser parce qu'on avait juste besoin du témoignage par le fait que les consensus soient les modes. Moi, je ne connais pas un candidat, mais quand vous me l'amenez, sur fond de votre confiance dans les candidats, je peux aussi concéder. Donc, c'est cela les principes. On n'a pas exigé à toutes les confessions d'apporter les candidatures, mais les principes étaient que si vous amenez un nom, rassurez-nous que c'est une bonne personne. Parce que chez les confessions religieuses, il n'y a pas que l'aspect technicité ou professionnalisme qui compte, mais l'aspect caution morale. Il était important, vous savez, nous avons connu 3 scrutins où les 3 animateurs de l'institution provenaient, entre guillemets, des confessions religieuses. Et comme je l'ai dit, à l'issue de notre évaluation, nous avons eu le courage de reconnaître quand même la responsabilité des confessions religieuses. Et c'est quand même une honte de savoir que les législateurs nous confient la responsabilité de proposer les candidats qui, par le fait, deviennent président de la CENI et qu'ils soient encore les mêmes confessions. C'est déjà pour nous, c'est illogique. Et pour corriger cela, il ne faut pas que le président de la CENI proclame les résultats aujourd'hui. Demain, nous sortons pour dire vérité des urnes. Ça ne correspond pas. Parce qu'il y a une certaine logique électorale. Quand on vous donne la responsabilité de désigner les candidats, c'est que c'est en vertu de votre légitimité, mais aussi par la caution morale. Crédibilité, si vous voulez bien. Et donc, c'était une chose à corriger. Donc, ce qui fait que, pour le cas des Malona, si vous acceptez que nous y revenions, la confusion part de là. Les collègues Elébé, les révérends Elébé qui présentent notre compatriote Malonda au nom et pour le compte de l'église Kimbanguiste. Une question lui a été simplement posée. Est-ce que cette proposition est entérinée par le chef spirituel? Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas représentant légal. Il y a ceux-là qui représentent l'autorité de leur représentant légal. À l'ECC, nous n'avons pas ces problèmes, parce que le révérend docteur, son excellence Bokundoa, est président de l'église du Christ au Congo, représentant légal. À l'église catholique, c'est son excellence, monseigneur Utembi, qui est représentant légal. Exact. À l'église du Réveil, c'est le général Sonika Futa, qui est représentant légal. À l'église indépendante, c'est monseigneur Ndinga. Il y a quand même des confessions qui ont des représentants légaux, mais il y a d'autres qui ont des représentants des représentants. Et à ce niveau-là, la délicatesse de la question exigeait que nous nous rassurions du fait de l'accord de principe du responsable numéro 1. Donc c'est comme ça. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, pas de nous. Ça ne venait pas de nous parce que pour nous c'était passé. Mais on était plutôt scandalisés d'apprendre. Et comment son nom est sorti maintenant et par la suite, son nom transmis à l'Assemblée nationale? Là maintenant c'est une autre étape. Si vous acceptez que nous allions déjà à ce niveau, c'est que quand nous avons fini la procédure, notons qu'il n'y a jamais eu de vote. C'est là où nous avons dit à notre évaluation, soit nous n'avions pas eu la même grille de lecture. Ce que nous considérions de notre côté comme l'expression des intentions sur les candidatures, c'est ce que nos amis ont considéré comme vote. Ah, okay. Parce qu'on était arrivé à 3 candidatures. Les candidats de l'ECC, les révérends professeurs Eyalé Boussélé, les candidats
soutenu par le 6 partenaires, notamment notre compatriote Malonda Ronsard et les candidats de l'Église catholique et Botoko Cyril. C'est à ce niveau-là que le candidat, le cardinal, président du Séant, alors dira justement « J'aimerais retirer la candidature de l'Église catholique en vue de faciliter les consensus ». Ce n'était pas parce que les candidats n'étaient pas valables. Mais il a estimé nécessaire, d'ailleurs, lui de renchérir. L'Église catholique voudrait lancer un message à l'opinion pour montrer sa bonne foi, de croire aussi aux compétences des autres candidats, parce qu'il s'agit ici d'un consensus. C'est une victoire partagée. Et que j'aimerais, au sortir de cette salle, tous soyons heureux de dire, finalement, pas de division, pas de tiraillement, et les candidats que nous présenterons pour cette échéance soit celui que nous acceptons tous. À ce niveau, il a quand même laissé 2 candidats concurrents. Exactement. Ce sont les 2 qui sont restés en lice. L'un ou l'autre. Ça devait être l'un ou l'autre. Exactement, qui passerait comme candidat des confessions religieuses. Continuez. Alors c'est là qu'ils sont restés, d'ailleurs, c'est moi qui ai soulevé la mention pour dire, à ce niveau, nous voulons que vous restiez à huis clos. Et les secrétariats techniques, ils ont adopté la motion, nous sommes sortis. Pour nous, c'était plus facile. C'est vrai, il faut dire ici que dans l'évaluation sur les fonds des dossiers, parce qu'il y avait 2 étapes. D'abord, il fallait endosser, ça c'était la première étape, et c'est comme ça que Kadima, Lumu, Mbosso sont éliminés. Ils ne sont pas éliminés parce qu'appartenant à la tribu. Non, mais franchement, on a entendu des choses qui ont fait froid dans les dos. Et vous imaginez au milieu des intellectuels religieux de leur État que l'aspect tribal devienne officiellement l'indicateur d'évaluation. C'est d'abord anticonstitutionnel. Ce n'est pas à ces milieux-là qu'on pouvait dire des choses pareilles. Et pourquoi il y a ce rapprochement? On va revenir. Pourquoi il y a ce rapprochement entre l'ECC et la Senko? Vous voulez que je réponde tout de suite ou bien on va y revenir? Oui, tout de suite, puisqu'on va revenir. Parce qu'il y a eu une prise de conscience collective. C'est depuis 2017, autour de mars-avril, qu'une grande délégation est venue du COE. COE, c'est les conseils œcuméniques des églises du monde, la conférence des églises de toute l'Afrique, la CETA, où travaillent les révérends et allés, le candidat de l'ECC, ainsi que la délégation du Vatican. Peut-être les gens ne savaient pas. C'était même avant les élections. Cette délégation est venue justement attirer l'attention de ces 2 grandes églises pour dire le pays court beaucoup de dangers. Et vos 2 églises constituent une force indispensable pour l'avenir de ce pays. Il serait important de trouver des points de convergence, même si vous avez des différences, essayez de les dépasser. Je vous rappelle que par les passés, ECC et la Senko étaient souvent n'étaient pas en odeur de sainteté. Souvent, lorsque les uns disaient A, les autres répliquaient par B. Oui, quand l'ECC était piloté par Monseigneur Marini. Hein? Bon, l'institution reste institution. Donc, j'aimerais bien parler de l'institution, puisqu'en fait, je ne pense pas que ce soit forcément le problème individuel, mais c'est plutôt des lignes, des paradigmes que les institutions adoptent face aux enjeux de l'heure. Je ne pense pas que ça soit forcément mauvais, c'est que son Excellence, l'archevêque Marini, faisait à l'époque, mais de notre lecture, on voit plutôt les choses autrement. On peut dire, tel paradigme vous exige tel comportement. Mais alors, il reste à chacun d'apprécier justement la valeur de ces paradigmes. Donc c'est ce qui vous a rapproché. Mais aujourd'hui, c'est en fonction de ces nouveaux paradigmes. Vous voyez à quel moment le révérend Dr Bokundo arrive? C'est à la veille des élections, sous la tension entre 2016 et 2018. C'est déjà en période où la Senko conduisait les dialogues de la Saint-Sylvestre. Et vous voyez un peu le contexte de l'époque. C'était tendu. Kabila partira, ne partira pas, il révisera la constitution ou non. Donc nous avons pris les choses à un temps chaud. Et l'ECC devrait finalement se déterminer dans la ligne à suivre. Donc, poussé par la dynamique populaire aussi, hein? Oui, sociétal, ça il ne faut pas l'avouer, il ne faut pas les nier, parce qu'il faut dire que même à l'interne de l'ECC, il y avait quand même des voix qui s'est soulevées pour dire, écoutez, il faut revoir les paradigmes, il faut revoir les orientations et l'engagement sociopolitique de l'Église. Donc, les révérends Bokundo n'est venu que concrétiser une volonté collective qui déjà s'est développée à l'interne. Alors, c'est compris, on revient maintenant. Il reste 2 candidats, Ronsard Malonda et Eyale. C'est à ce niveau finalement que chacun des candidats avait des griefs. Pour Malonda,
ce n'est ni par la tribu, ni par le fait d'appartenir au FCC. J'aimerais vraiment que ça soit clair. La Constitution n'interdit à personne d'avoir une appartenance politique, des idées à développer ou une appartenance religieuse. Le seul élément porté sur l'évaluation de Malonda, du moins de notre côté, est le fait d'avoir été l'animateur principal de la centrale électorale Qui a posé problème par le passé. Exactement, comme le patron de l'administration électorale. Nous avons simplement dit aux amis, aujourd'hui toute la société est dans la dynamique de la réforme. C'est une question qu'il fallait soulever quand même, pasteur Eric, bien avant d'en arriver là. Je puis vous rassurer que ça fait débat et des heures et des heures. C'est parce qu'on ne sait pas mettre sur la place publique les délibérations. Vous savez, nous, personnellement, comme SCC, étions gênés parfois de suivre dans le média qu'on vienne mettre sur la place publique les déroulés des débats. Parce que dans les débats est libre. Quelqu'un peut dire, ben Ambroise, je sais, c'est un homme très intelligent, très compétent, mais partant de son expérience, je ne pense pas qu'il soit mieux pour telle ou chose. Ça, c'est la liberté des réflexions. Mais lorsque on sort les éléments de réflexion dans un débat aussi rationnel, pour prétendre à des accusations, je crois que c'est là qu'on tombe dans la fausseté, dans l'altération même de la vérité. Et je pense que nous ne devons pas épouser cette façon de faire, mais ni moins. De notre côté, la chose était présentée. Nous avons dit, Malonda est très compétent. Plaisanterie mise à part. Vous voyez les CV de notre compatriote, il a fait de très bonnes études, il a une riche expérience. Mais le seul bémol pour nous, c'était que on ne saura pas admettre les renouvellements de la CENI en amenant les mêmes animateurs qui ont participé à ces scrutins qui, du reste, est critiqué. Ce serait contradictoire. Le souci ici, ce n'est pas l'individu Malonda, la personne de Malonda, mais c'est la dynamique de la réforme. Même si la réforme ne repose pas sur le visage des individus, parce qu'on peut avoir la même personne, mais un esprit nouveau, ou un nouvel esprit, mais on a plutôt besoin aussi de reconstruire la confiance nationale. Parce que, avouons qu'après 3 scrutins, le peuple est déçu de la manière d'organiser les élections. C'était notre seul motif. Mais pour y aller, parce qu'ils étaient à 2, les amis ont aussi fait remarquer qu'il a été candidat sur la liste des AR. À notre entendement, nous comme SCC cette fois-là, Eyalé, là était justement, ça c'est vrai, il a été candidat, mais en fait, comme en droit, il n'y a pas eu de restrictions. Nous avons montré sur fond de la loi organique, la loi électorale, qu'aucune disposition n'interdisait à un candidat député de postuler. Seulement la loi précise que c'est lui qui a été, l'article 17 d'ailleurs de la loi organique, qui a assumé des responsabilités au sein des partis politiques ou groupements politiques qui ne peut pas prétendre à ces postes. Donc c'est comme ça que l'ECC n'a pas trouvé d'inconvénient d'apporter cette candidature. Même alors, mon cher frère, mais il a été retiré cette candidature. C'est là que je voudrais en venir. Pour voir la grandeur de notre côté. Et là, la SENCO a déjà retiré sa candidature. Lorsque les amis ont opposé cet argument, le président de l'Église du Christ au Congo fait savoir par la bouche de son porte-parole que je suis et qui prenait part à cela, que pour nous, ce n'était pas une question de vie ou de mort. Donc l'ECC était bien prête à retirer la candidature d'Eyalé. Pourquoi? Pas parce qu'il n'est pas compétent, pas non plus parce qu'il n'a rempli pas la légalité, mais parce qu'il ne bénéficie pas de la légitimité. Pour nous, la légitimité est une question sociologique. C'est la volonté de l'ensemble, du collectif. Même s'il est compétent, il a toutes les compétences possibles, mais du moment où les 6 autres, pas 6 parce que le général Soni avait soutenu, le 5 autres trouvaient en lui quelques griefs, l'ECC a dit dans ce cas-là, on retire la candidature de M. Eyalé, on retire également la candidature de M. Malonda. Pour être équitable. En ce moment-là, soit on recourt à la candidature des catholiques qui n'avaient pas fait objet de l'examen des fonds pour l'apprécier et voir si possibilité il y aura de statuer et de l'admettre. C'est là qu'il y a eu maintenant demande de l'intention sur les candidatures. C'est là que le cardinal demandera. Qui voudrait qu'on statue sur les candidats Malonda, parce qu'il était le premier sur la liste, 6 personnes ont levé leur main. Qui veulent que nous statuions sur les candidats Eyalé? 3. Y compris le général Soni qui a levé la main 2 fois. Et puis, qui pour Cyril? On dit 2. Alors finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours ces mêmes blocages. Tout en rappelant, d'après la charte, il y a 2 manières de décider. Donc c'est ce qu'ils ont appelé vote.
malheureusement. Or, la charte dit quoi? Il y a deux façons. L'alinéa premier de l'article 17. Les modes de décision, c'est les consensus. En cas de non-obtention du consensus, on en vient au vote. Mais vous savez comme moi, vous êtes intellectuel, et vous êtes très qualifié, je le sais, je n'en doute pas. Et tout juriste qui nous suit doit savoir qu'il y a ce qu'on appelle en droit la ratio legis, c'est-à-dire l'esprit de la loi. Au-delà d'une disposition littéralement présentée, il y a toujours un esprit qui accompagne les débats, la réflexion, la rationalité de la loi. Dans la ratio legis de l'article 17 de notre charte, on n'en vient au vote qu'après avoir vidé l'examen sur les fonds des dossiers. C'est-à-dire vous êtes à 5. Sur les 5 candidats, on évalue, il y a 3 qui tombent pour irrégularité ou grief, mais 2 restent en liste. Ce n'est que normal. Et que les 2 là sont tellement compétents, mais il faut les départager. C'est alors c'est logique. Voilà. Mais on n'avait pas encore vidé l'examen sur les fonds, parce qu'il y avait des griefs. Et pour y aller, et pour Malonda. Alors, comment aller au vote dans le cas d'espèce? C'est là où le cardinal a dit, dans ce cas-là, nous renvoyons la réunion sine die. Le temps pour nous peut-être de prier, nous sommes des hommes de foi, de consulter d'autres forces, nous reviendrons. Pour preuve, mon frère, il n'y a jamais eu de PV de notre côté. Parce qu'on considère que les réunions étaient successives. On aurait eu un PV qui devrait retracer, mais du moins les rapporteurs avaient ces notes bien élaborées. Mais quand nous apprenons après PV qui n'est pas élaboré dans le cadre légal, d'abord, qui a compétence d'élaborer un PV? C'est les rapporteurs. Des deux, quand est-ce qu'un projet devient PV? C'est quand il est lu par l'ensemble des participants, il est amendé, il est adopté, il est signé, c'est alors qu'il ressort ses effets obligatoires comme un document de nature juridique. Mais auquel cas c'est un communiqué, auquel cas c'est pas un PV. Alors lorsque vous parlez des PV, que vous êtes allé élaborer en dehors du cadre physique, donc en Montfleury au siège de la CIME, deuxièmement, sans la participation du président, du séant, du vice, du rapporteur, sans l'avoir soumis à l'examen, à la lecture et à l'adoption. C'est là où nous avons dit, je ne voulais vraiment pas revenir dans ça, parce que pour nous... C'est très important. Merci beaucoup pour ce que vous l'avez dit. Nous avons quand même soulevé cela à l'évaluation pour faire comprendre à nos compères que c'était pas digne de nous. Et Mme Mabunda, à ce niveau, ne devrait pas prendre ces risques de se fonder sur un tel document pour prétendre valider ou entériner une quelconque candidature. Alors, maintenant qu'il y a eu démarche, pendant qu'il y a démarche des politiciens, est-ce que les confessions religieuses, les CC, la CINCO, vous vous êtes senti soutenu par l'UDPS particulièrement? Parce qu'elle a été la première formation politique à contester à la place publique. Ce qui nous a beaucoup plus réjoui, c'est la conscience et l'éveil patriotique. Notre combat de tous les temps. Vous savez, au-delà d'être porte-parole, je suis le responsable de la commission justice, paix, sauvegarde de la création, à ce titre comme... Je devrais le dire. Voilà. Heureusement, vous l'avez rappelé. Comme secrétaire général de l'Église. La particularité de cette commission, c'est veiller sur le civisme patriotique. Et nous ne cessons de lutter dans ce sens-là. Notre plus grand gain serait de voir un jour les Congolais faire usage de sa souveraineté primaire. C'est de comprendre que le peuple doit être exigeant vis-à-vis des politiques. Le peuple doit comprendre que les gens sont là comme président de la République, député national, provincial, du fait du mandat politique leur attribué par le peuple. Le peuple doit comprendre que le parallélisme des formes et des compétences, c'est lui qui donne le mandat à le pouvoir de les retirer. Donc, tout notre effort, c'est de faire comprendre au peuple qu'il n'est pas victime des arrangements politiques, mais il est auteur du pouvoir politique. Donc, pour nous, la joie était de comprendre que, enfin, le peuple congolais décide de prendre son destin en main. Quand la chose ne va pas dans le sens de ses ambitions, de ses attentes, il peut s'élever, descendre dans la rue, faire entendre sa voix et faire entendre... Il y a eu beaucoup d'événements, les gens ont marché, le président de la République a parlé, et puis le président de la République a répondu à une correspondance de l'Assemblée nationale, et puis l'Assemblée nationale a retiré cet entérinement, et ça vous a encore beaucoup plus réjoui. Oui, parce qu'il faut dire que si vous êtes bien informé, dans la décision même, dans la réponse du chef de l'État, il a fait référence à la lettre écrite par ECC5O, comme présidium de la plateforme. Et ça nous a réjouis. Nous pouvons dire que cet effort
du côté du chef de l'État d'amener les choses dans le sens du respect des normes nous réjouit davantage. Parce que Mme Mabunda était bien avertie. Avant même que... J'aimerais souligner une chose. Le peuple n'est pas descendu dans la rue parce qu'il y a eu des contradictions au niveau des confessions religieuses. Non, non. Le peuple est descendu lorsqu'il a vu la manière d'entériner la candidature de Malonda. En fait, ce qui a énervé tout le monde. Comment à une très grande institution comme l'Assemblée nationale, le laboratoire des lois du pays, en fait, c'est l'Assemblée qui dessine l'architecture de notre nation. Parce que la nation repose sur des lois. C'est un peu de manière précipitée. Hein? Et quand on voit de la manière dont madame a fait les choses, en tout cas, elle était avertie. Pour dire simple, nous étions très heureux de la position du chef de l'État que nous soutenons également, parce qu'il faut vraiment aller vers l'État des droits. Alors, maintenant que c'est la grande question de cette émission, que doivent maintenant faire les confessions religieuses au stade actuel? D'abord, il fallait réouvrir les débats, ce qui est déjà fait. Avoir le courage d'évaluer les choses sans avoir froid dans les yeux, c'est regarder en face. Nous l'avons fait. À partir de là, proposer des perspectives. À ce jour, il y a une perspective claire de notre côté. Du moins pour l'Église catholique, l'Église protestante. J'ai pu me permettre de parler même de l'Église orthodoxe et de l'Église kimbanguste, parce que les 4 que j'ai cités se sont clairement prononcés. Nous voulons prioritairement avoir des réformes avant la désignation des animateurs. Pour nous, ça ne fait... C'est ce qui doit être fait maintenant. En tout cas, c'est l'option que nous avons levée. C'est l'option même qui rentre dans la dynamique sociétale. C'est vrai, quelqu'un... Mais ces réformes, elles ne dépendent pas maintenant des confessions religieuses. C'est institutionnel. Exactement. Elles sont institutionnelles, mais en pratique, nous voulons justement que le débat soit ouvert, pas seulement au circuit institutionnel, mais à toute la force et la dynamique sociétale. Donc, je rappelle ici que nous sommes dans un consortium, ECC, Senco, AETA et Simocel. Ce consortium constitué depuis l'année passée est en train de militer pour les réformes. Au stade actuel, d'ailleurs, aujourd'hui, au niveau de l'Église de Christ au Congo, nous avons une grande activité, un atelier avec l'élite intellectuelle protestante pour réfléchir sur la question même de ces réformes. Donc c'est pour dire que le débat est très avancé. Ce n'est pas seulement une question institutionnelle, mais elle est une question qui devrait nous intéresser. Pourquoi? La logique est simple. Les confessions religieuses, la société civile participe non seulement à la désignation des animateurs de la CENI, mais aussi à l'accompagnement du processus électoral. Nous avons les missions d'observation électorale et les consortiums, justement, et l'ensemble des missions d'observation électorale nationale. Donc, à ce titre, nous ne voyons pas pourquoi on refuserait à la société civile qui est un acteur ou une actrice majeure dans la désignation des animateurs principaux, notamment, j'allais dire l'animateur principal, notamment le président de la CENI. Et pourquoi ne pas participer à ces grands forums, à cette messe pour réfléchir? Et alors, lorsqu'on parle des réformes, c'est beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il y a une des réformes importantes que vous pouvez soulever ici sur ce plateau? Oui, vous avez raison. D'ailleurs, la question, c'est pourquoi nous avons déjà amorcé des discussions avec l'élite. Je disais, la question devient de plus en plus délicate. D'un côté, c'est les deux défis en présence. D'un côté, il faut éviter le glissement. Parce qu'on entend déjà... Il faut éviter le glissement. Ah oui. Parce que le FCC prévenir. Hein? Vous savez, mon ami, dans une société sérieuse, il faut savoir respecter les opinions et les laisser émerger. Il n'y a jamais une mauvaise opinion dans une société. Toutes les opinions sont valables. C'est question de les organiser selon les objectifs. Donc pour l'Église, on ne peut pas dire parce qu'une opinion vient du cash, elle est forcément mauvaise. Ou elle vient des FCC. Non, non. L'Église ne réfléchit pas comme ça. Nous prenons en compte les observations de toutes les parties prenantes. Donc, cette sonnette d'alarme pour nous avertir. Mais écoutez, nous sommes en 2020. Les élections sont en 2023. Mais les réalités sont tout autres. On n'organise pas les élections seulement avec l'argent. Pas seulement avec les animateurs de la CENI. Il y a la question sécuritaire. Il y a la question sociale, il y a la question de la stabilité des institutions, il y a la question de la cohésion nationale. Toutes ces questions sont les déterminants de la réussite d'un processus électoral. Or, les tableaux actuels indiquent au mieux justement les difficultés ou les déséquilibres institutionnels. Nous sommes en train d'assister pas très longtemps ici à une crise institutionnelle entre le chef de l'État, les partenaires dans la coalition. Voilà. C'est comme ça que nous disons, il faut forcément réfléchir dans le sens de voir
la priorité de ces réformes. Donc, d'un côté, il y a des contraintes logistiques et matérielles qui risqueraient de nous rattraper s'il faut aller dans une réforme bidon. Je m'excuse pour le terme. Mais par ailleurs, au motif de ne pas avoir, d'éviter les glissements, nous devons aussi éviter d'avoir une CENI complaisante. Si M. Idriss était là, je lui aurais posé cette question que je vais vous poser maintenant, parce que vous êtes parti d'une certaine controverse par rapport à la désignation de Ronsard Malonda qui a été rejetée. Est-ce que maintenant, puisque vous souhaitez commencer par le réforme, est-ce que les 6 autres confessions religieuses dont on parle sont d'accord avec vous? Je me réserve justement de dire quelque chose au nom de la communauté islamique pour laquelle nous avons beaucoup d'estime et de respect, l'église du réveil, parce qu'ils ne se sont pas officiellement prononcés. Mais néanmoins, j'ai dit l'église catholique, protestante, kimbanguiste et orthodoxe, vous savez que les 2 églises ont remplacé leurs délégués. Ça fait 4. Ça fait 4. Vous êtes 8. On peut estimer que les 4 autres... En tout cas, il y a les opinions à notre niveau. En tout cas, peut-être que les amis vont aussi évoluer. C'est comme ça que j'ai dit sous réserve. Je ne peux pas dire quelque chose... alors, cette question maintenant, malgré les réformes, vous finirez par désigner un président de la CENI. Comment vous allez procéder? Est-ce que vous allez procéder par rapport à tout ce que vous avez, qui vous a divisé par le passé, et la charte, le critérium, les candidatures à endosser par les confessions religieuses? Vous voulez repartir par là? Cette question me permet de répondre à une question à laquelle je n'ai pas répondu sur la priorité dans la réforme, vous l'avez dit. Au cas où nous serons dans l'impossibilité d'obtenir toutes les réformes, ce qui sera aussi raisonnable, mais nous voulons prioriser la récomposition de la CENI. Ça nous tient beaucoup à cœur. C'est-à-dire, aujourd'hui, les législateurs prévoient 13 délégués, dont 6 pour la majorité, 4 pour l'opposition et 3 pour la société civile. Déjà, un problème de départ. La société civile intervient comme arbitre du jeu électoral. Elle ne devrait pas avoir moins de candidats. Comment ceux qui sont compétiteurs doivent avoir 10 candidats pour les politiques et 3 pour la société civile? Elle a infiltré cette société civile aussi, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître avec humilité, il faut le reconnaître. Il y a un grand travail à faire aussi de ce côté-là. C'est pourquoi les églises... Infiltré ou FEOD. Exactement. Deuxième aspect, c'est dans l'architecture actuelle. Comment identifier la majorité? Vous savez que nous sommes passés de la majorité présidentielle à la majorité parlementaire. Nous sommes dans une situation de coalition. À l'époque, ça ne posait aucun problème parce que nous étions dans la majorité présidentielle. Donc les 6 revenaient de facto à la majorité. Mais aujourd'hui, la majorité n'est pas les FCC. La majorité parlementaire sur la base de la coalition, c'est FCC cash. Comment vont-ils se partager? Ce ne sont pas nos oignons, mais nous montrons déjà des difficultés à venir. C'est cette réforme. Voilà. C'est comme ça, nous disons prioritairement. Ça arrive de tirer les choses encore en longueur. Ceux qui préviennent les glissements. Voilà, savent de quoi ils parlent. D'accord. Voilà, savent parce qu'ils peuvent se compliquer la tâche, bloquer les indices. Non, nous ne donnons pas. Par exemple, il faut dire qu'on peut prendre 3-3. Non, vous prenez 1, nous 5. Alors ça peut être encore. Ça nous attend, c'est une autre crise. La crise n'est pas qu'au niveau, et même au niveau de l'opposition. Au niveau de l'opposition, qui va présenter les candidatures? La Mouka qui a ce combien de courants, leaders. Et d'autres qui sont de l'opposition mais sans appartenir à la Mouka. Quelle est l'opposition institutionnelle qu'on va reconnaître? Donc, c'est dire que le paradigme, il faut aller vite, le paradigme ne s'adapte plus. Donc, la nécessité de réformer cette affaire s'impose avec acuité. Donc, et pour nous, et c'est ce qui va conditionner la suite. De manière pédagogique, nous refusons de dire comment la chose va se passer parce qu'elle dépend justement de la possibilité de cette réforme. Mais néanmoins, le règle d'ordre général reste. Le respect de la charte, les critériums, parce que même si on réformait, rassurez-vous, du moins pour les CC, on ne mettra pas n'importe qui au nom et pour le compte des confessions religieuses. Alors ça c'est effectivement une bonne déclaration, on ne mettra pas n'importe qui. Mais est-ce que, dans l'opinion, on estime qu'il y aurait déjà un plan B pour les autres confessions religieuses qui vous ont présenté Ronsard Malonda, qui aurait prévu un autre candidat pour faire échouer les candidats de l'ECC de l'Église catholique? Malheureusement, je ne sais pas vous poser des questions, sinon j'aurais demandé c'est qui les candidats. Je pense que c'est de leur liberté. Vous savez, c'est une compétence, c'est une compétition.
Les problèmes, en tout cas, pour les CC, ne se posent pas à ces niveaux-là. Nous l'avions dit à nos compatriotes lorsque nous avons commencé l'échéance, ce n'est pas une question de vie ou de mort. L'ECC sera honoré d'accompagner une confession religieuse, autre qu'elle, qui présenterait un candidat valable. Pour nous, ce n'est pas une question de vie ou de mort. C'est là où nous devons nous comprendre. La CENI n'est pas pour l'ECC. La CENI n'est pas pour le Parlement. C'est pas la même chose pour les politiciens, hein, les acteurs politiques. Hein. Justement, nous avons la responsabilité. Qui tire des ficelles au niveau de la société civile. Voilà. Désigner celui qui nous est favorable. C'est là où ça devrait nous interpeller. Nous qui nous disons confession religieuse. Nous ne partons pas sur les mêmes valeurs. Nous, et en tout cas pour l'ECC, notre éthique nous exige un certain niveau de vérité, d'intégrité, de rationalité. On ne fait pas des choses comme les politiciens. Et ça, il faut que ça soit clair. Il ne faut pas que nous ayons, enfin je ne dis pas que c'est ce qui se passe, des gens au nom des sociétés civiles, mais qui en réalité ne sont que des cellules d'intelligence et des prolongements des acteurs politiques. En fait, c'est nous qui perdons. Et nous mettons le pays en mal. Parce que dans une organisation sociétale sérieuse, on doit trouver les partis politiques, on doit trouver des groupes de pression. Notre rôle en tant que société civile n'est pas de conquérir les pouvoirs, mais c'est de veiller à la régulation du jeu politique. Ah ben, vous avez relevé une méfiance entre vous, entre les hommes des dieux, cette méfiance qui a découlé de la situation qu'on a vécue avec le régime des Ronsal Malonda. Quand il y a eu des manifestations publiques, on a vandalisé l'église du pasteur Sonny Kafuta qui a réagi tout de suite. Pour lui, c'était l'église catholique qui était derrière. Est-ce que tout ça vous place dans des conditions de pouvoir parler d'égal à égal? C'est vrai, ça a été, je l'ai souligné en luminaire, que ça a été discourtois, ça a été un discrédit pour nous comme confession religieuse d'assister, d'exposer la société à de tels théâtres. Donc c'était pas intéressant. Et je crois que le général Sonny Kafuta est un homme d'honneur. Je sais que c'était sous le coup d'émotions, on s'est mis à sa place, voire pas son église, mais l'église des dieux, sous sa responsabilité, être vandalisée. L'église ne peut que condamner de tels actes, surtout que nous veillons sur la moralité publique. Mais par ailleurs, vous êtes aussi sans ignorer que vous avez raison dans ce que vous dites. Ça nous a quand même beaucoup dérangé. Et parfois même, c'est de poser des questions s'il fallait encore se retrouver autour d'une même table. Mais puisque nous sommes des hommes de foi, parce que nous devons être les modèles et prêcher par l'exemplarité, parfois nous sommes obligés d'aller au-delà de nos compétences. Parce que nous ne luttons pas pour une cause individuelle, mais pour une cause nationale. Et parfois cette cause nationale nous appelle à dépasser et nos limites et nos compétences. Et ça vous permet de réajuster les tirs maintenant? Fondamentalement. Vous réajustez les tirs. Hein. Fondamentalement, sinon on sera en train de tourner autour du pot. Alors, on va terminer maintenant. Vous avez dit que vous allez commencer par les réformes, la récomposition du bureau de la CENI, et ça risque de tirer les choses en longueur. Est-ce que vous redoutez une crise politique dans ce pays qui pourrait bloquer vos réformes? C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Église du Christ au Congo, au-delà de tous les débats autour des réformes du système électoral, prône pour les concertations. Je pense que vous nous avez suivis, parce que nous estimons que le paysage politique actuel ne garantit pas trop. Non seulement la tenue des élections en 2023, même la stabilité des institutions jusqu'en 2023. Les gens parlent déjà des élections, mais d'aucuns se posent la question, allons-nous vraiment finir par les élections? Voilà. Savoir. Voilà. Est-ce que cette mandature arrivera à la fin? On minimise beaucoup de choses. On pense que c'est devenu comme un jeu de théâtre. Vous suivez, c'est aujourd'hui le président qui prend des ordonnances sans les contraintes du Premier ministre. Ce dernier revient en charge et fait des communiqués aux médias, comme si c'est les cadres adoptés. Ça passe comme un jeu d'enfant ou théâtre politique, mais c'est des choses qui déstabilisent l'organisation et les rapports institutionnels. Et ça peut avoir des conséquences très dangereuses sur la vie de la nation. Et c'est pourquoi le CC dit, d'abord, nous donnons raison à votre lecture, les menaces sont sévères qui pèsent sur nous. Au-delà des questions électorales, je l'ai dit, la question sécuritaire,
La Zambie, qui était connue comme un pays pacifique vis-à-vis de nous, si elle arrive à traverser nos frontières et imposer ses militaires, c'est des questions à prendre très au sérieux. L'Est, n'en parlons même plus. Aujourd'hui, le dollar est à combien? Vous voyez un peu le niveau de l'inflation. Mais des questions cruciales autour du social ne se posent pas. La gestion des ressources naturelles de notre pays. On nous a chanté les codes miniers. Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait dire avec précision combien la République gagne au travers de toutes de ces procédures. La question des codes forestiers, la question même des contrats dans ce pays. Voyez-vous. Donc, il n'y a pas que les élections par la CENI qui nous posent problème. Les CCD, nous devons nous arrêter. Les concertations auxquelles nous faisons allusion n'est nullement celle qui doit déboucher sur le partage des pouvoirs. Il s'agit de quelle concertation? Pour qu'on réfléchisse sur trois choses. Les réformes... Qui vont réunir qui? En tout cas, les acteurs clés, mais la primeur reste au chef de l'État comme garant de la nation. Nous continuons les discussions qui sont très avancées, et du côté du chef de l'État et des autres animateurs, notamment l'opposition, le FCC et la société civile. Ce n'est pas une initiative propre et exclusive de l'ECC, mais c'est une initiative qui... Ça s'apparente à un dialogue. Souvent, les Congolais ont une très mauvaise expérience. Lorsqu'on parle concertation, on parle dialogue, on voit tout de suite le partage de postes, la formation d'un gouvernement d'union nationale, des choses comme ça. Est-ce que c'est ça le cas? Non, les Congolais ont d'abord raison d'avoir peur. Un chat échaudé a peur même de l'eau froide. Je crois qu'on ne peut pas condamner les citoyens qui ne sont pas d'accord avec cette proposition. C'est de leur droit et ils ont raison. Seulement, nous risquerons de ne pas avoir une autre alternative. C'est toute la question. C'est bien bon de réfuter cette option par peur des partages des pouvoirs, mais en même temps, nous risquerons de n'avoir qu'une seule alternative. Les dialogues, pas pour conduire. Moi, je l'ai dit, si vous permettez, à certains opposants, si vous êtes vraiment des vrais politiciens, un opposant averti ne peut pas envier à entrer dans un gouvernement où il y a toutes ces tensions. Il va plutôt se positionner pour avoir maximisé les chances pour 2023. Donc, si vraiment ces opposants veulent le dialogue pour rentrer dans les jeux, c'est que, pour moi, en tout cas, ça, c'est pas l'opinion de l'ECC, c'est libre opinion. On a fini, à moins que vous ayez un tout dernier mot. C'est de transmettre le remerciement à Congo Web, et au président particulièrement, au nom de l'Église du Christ au Congo. Deuxièmement, de rappeler que nous commençons une campagne de sensibilisation contre la Covid. Il ne faut pas que nous perdions de vie. Il y a cette pandémie, même si on a libéralisé les rassemblements, mais que notre population comprenne que cette maladie existe. Nous devons observer les gestes barrières et la distanciation sociale. Bien plus, c'est de rassurer le peuple congolais que l'Église est toujours du côté de la vérité, pour ne pas dire au milieu des villages. Merci, pasteur Eric Nsenganchimba. Vous êtes porte-parole de l'Église du Christ au Congo, l'ECC. Merci d'avoir été sur ce plateau de table ronde. C'est à moi de vous remercier. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons fini cette émission. Nous vous disons merci et nous allons vous retrouver prochainement. Au revoir. Table ronde, table ronde, table